Ok. Bon. Ouais. Je suis vraiment désolé. Bon, ben, on va retourner dans la salle de presse. Moi, personnellement. Et qui a la communication? Notre déambulation sous les lambris du palais provoque l'embarras dans les couloirs feutrés du Sénat. Notre visite n'ira pas plus loin. Malgré notre autorisation, nous sommes interdits de tournage dans le palais du Luxembourg. Peut-être parce que notre guide, Michel Talgorn, a des révélations explosives à nous faire. Voilà ce qu'il prétend. Pendant 12 ans, 117 sénateurs de droite auraient détourné près de 8 millions d'euros d'argent public. Et notre guide, Michel Talgorn, aurait été au cœur d'un montage très sophistiqué visant à masquer ces détournements. J'ai été amené à rédiger des chèques, une dizaine de milliers de chèques, 10 à 12 000, ça va très vite, compte tenu des effectifs. Mais je les rédigeais, mais je ne les signais pas. D'accord. Je les rédigeais, je les faisais signer, et ensuite je les faisais expédier ou je les remettais. Ainsi, chaque fin de trimestre à partir de 2002, Michel Talgorn aurait distribué à certains sénateurs de l'argent public en toute discrétion. Des sommes que les bénéficiaires appelaient entre eux les chocolats du Sénat. Pour nous, cette histoire a commencé en 2014, lorsque le parquet national financier a ouvert une procédure pour de possibles malversations au Sénat. Il y a quelques mois, 2 enveloppes anonymes nous sont parvenues. À l'intérieur, des dizaines de tableaux comptables, des relevés bancaires, des photocopies de chèques et même des chéquiers. Tout semble authentique. Sur une grande feuille de papier blanc, des initiales de partis politiques, des noms de banques, des numéros de comptes bancaires, des noms de sénateurs et des flèches reliant les uns aux autres. Le schéma complexe d'un circuit financier. À quoi ces noms, ces comptes, ces virements correspondent-ils? Nous avons cherché à vérifier ces informations. Coup de téléphone, rendez-vous discret. Mais aussi 2 témoins clés, Michel Talgorn, François Thual. Michel Talgorn est au Sénat depuis 40 ans. Cet ancien inspecteur des impôts n'a jamais été élu, mais il a été chargé des questions financières du groupe UMP au Sénat jusqu'en 2015. Le deuxième homme, c'est François Thual. Entré au Sénat en 1984, lui non plus n'est pas un parlementaire. Spécialiste de géopolitique en charge des questions financières, il a terminé sa carrière comme conseiller du président du Sénat, Gérard Larcher. Depuis novembre 2016, ils sont tous les deux mis en examen pour détournement de fonds. S'ils parlent pour la première fois devant notre caméra, c'est, disent-ils, pour ne pas porter seul la responsabilité de toute cette affaire. Tout démarre en 2002, avec la réélection du président Jacques Chirac. À droite, l'heure est au regroupement. Gaullistes, centristes et républicains indépendants se retrouvent sous une seule bannière, celle de l'UMP. L'Union pour un mouvement populaire, le nouveau parti de la droite élargie. Vous venez de donner votre confiance pour 2 ans à l'équipe que nous formons, Jean-Claude Gaudin, Philippe Douste-Blazy et moi. Au Sénat aussi, c'est l'union, politique au moins. Pourtant, gaullistes, républicains indépendants ou centristes, tous veulent conserver pour eux leur propre financement d'argent public attribué par le ministère de l'Intérieur. Alors, selon François Thual, quelques sénateurs vont faire appel à lui pour imaginer un montage financier sophistiqué. Dans l'été qui a précédé la création du MP, il y a eu une série de conversations. Et c'est là où on s'est dit il faudrait quand même sauvegarder les crédits du ministère de l'Intérieur. Et j'ai dit on n'a qu'à créer une association. Alors ils m'ont dit t'as qu'à rédiger les statuts.
a rédigé les statuts, bon, et puis voilà. Première étape, une association est constituée, l'URSS, Union républicaine du Sénat. Officiellement, dans ses statuts, l'URSS est un lieu de réflexion et de débat politique. Pourtant, c'est bien au centre de notre mystérieux schéma financier que l'URSS apparaît. Relié à plusieurs reprises à la mention « crédit d'assistant ». Selon nos deux témoins, l'Union républicaine du Sénat aurait aussi servi à détourner l'argent normalement destiné aux assistants parlementaires des sénateurs. Tous les mois, chaque sénateur reçoit un salaire de 7 200 €. À cela s'ajoute l'IRFM, l'indemnité représentative de frais de mandat, plus de 6 000 €. En fait, une somme forfaitaire destinée à couvrir les frais professionnels des sénateurs. Et enfin, chaque sénateur bénéficie d'une ligne de crédit de 7 600 € mensuels pour rémunérer des éventuels assistants. C'est cette indemnité que l'URSS aurait récupérée via un circuit opaque. Il se trouve qu'au Sénat, à l'inverse de l'Assemblée nationale, beaucoup de sénateurs, autrefois notamment, considéraient qu'ils n'avaient pas l'utilisation de ces fonds parce qu'ils n'avaient pas besoin de recruter 3 ou 5 assistants parlementaires. Si des élus n'avaient pas d'assistants, que devaient-ils faire de cet argent? Le rendre au Sénat? Selon Michel Talgorn, de nombreux élus auraient alors choisi de se faire reverser une partie de cette somme via l'URSS. Tous les trimestres, notre témoin aurait donc préparé des chèques destinés aux sénateurs. Ces chèques, ce circuit, cette association étaient-ils illégaux? C'est ce que la justice veut savoir. Mon rôle consistait à rédiger des chèques, à les faire signer au président du groupe ou au trésorier, et ensuite à les remettre aux sénateurs. Au total, de mémoire, ça a concerné 117 sénateurs. Mais les 117 ne sont pas tous en exercice aujourd'hui. Il y a eu des morts, des blessés, et des gens qui ne sont plus là. Bon, il y a un renouvellement. Mais au total, ça a concerné 117 sénateurs. Dans les tableaux de la comptabilité secrète de l'URSS, apparaissent les noms de ces sénateurs, et en face, des sommes plus ou moins importantes. Exemple avec le sénateur-maire de Toulon, Hubert Falco. En 2012 et 2013, si l'on en croit ces tableaux et les photocopies de chèques, il aurait reçu chaque trimestre plus de 8 000 €. Le sénateur-maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, aurait perçu, lui, 5 000 € chaque trimestre, 20 000 € par an, pendant au moins 4 ans. Un autre nom attire notre attention. Henri de Rincourt, sénateur de 1986 à 2017. On le voit ici aux côtés de Michel Talgorn. Henri de Rincourt aurait aussi perçu de l'argent. Dans nos documents, les premiers chèques à son nom remontent à l'année 2008, puis 2009, jusqu'en 2012. Henri de Rincourt est d'ailleurs le président de l'URSS. Et l'Union républicaine du Sénat est même domiciliée chez lui, à Saint-Valérien. Saint-Valérien, un petit village de l'Yonne. Ici, la famille de Rincourt est installée depuis des générations. Une rue porte même le nom de son père, lui-même sénateur. Ce château est le domicile personnel d'Henri de Rincourt, et donc le siège de l'URSS, l'Union républicaine du Sénat, bien loin du palais du Luxembourg. Un palais où certains témoins, au fil de notre enquête, nous ont parlé de chocolat, mais aussi d'autres noms, tout aussi saugrenus.
On a vu que les noms utilisés pour les versements étaient des noms un peu de code. On parle de boudin, on parle de pizza, on parle de chocolat. Et c'est donc des façons un petit peu de dissimuler ce qui sont des versements, non? C'est pas ça le problème? Ça, je pense que ça tient plutôt au folklore que par souci de dissimuler quoi que ce soit. Bon, voilà. Il y avait les étrennes, il y avait etc. Enfin bon, toute une pour distinguer. Les images pieuses, on a même parlé pour le liquide. Ah bon? Ça vous dit rien? Oui, peut-être, on disait peut-être des images pieuses. Bon, oui, pizza, boudin, ou etc. Bon, chacun avait son propre vocabulaire en disant quand est-ce que je peux venir chercher mon boudin ou ma pizza ou mes étrennes ou etc. Bon, tout ça va pas bien loin. À l'époque, selon lui, les sénateurs impliqués le surnomment même le Père Noël. L'URSS ouvre son premier compte bancaire en 2003, ici à la Société Générale sur les grands boulevards parisiens. L'un des bons clients de cette agence, c'est François Thual, l'autre banquier officieux des sénateurs. Pour eux, il venait récupérer de l'argent liquide, en toute légalité selon lui. À chaque mois, j'allais retirer entre 5 et 6 000 euros qui servaient de caisse. C'est-à-dire si vous allez prendre un verre avec quelqu'un, vous n'allez quand même pas faire un chèque. Mais vous alliez le chercher où cet argent? À la banque Société Générale. Je leur téléphonais, je disais écoutez, je passe demain, puis voilà. Et vous reveniez avec des enveloppes, les poches pleines? Pas une enveloppe, pas de costume. Ouais, il y a les stations de taxi juste en bas. En général, je fais de l'attention. Mais j'ai fait ça même pour des partis politiques avant. Bon, il y avait pour moi absolument rien d'illégal. C'était de l'argent qui nous appartenait comme association. Je m'occupais de la partie donc de ma famille centriste, puisqu'après ils ont créé un deuxième compte, HSBC, pour les Républicains indépendants. Parce que les Républicains indépendants et les centristes avaient longtemps été, non pas ennemis, mais un peu rivaux. Ils ont voulu récupérer leur autonomie. Et donc c'est là qu'ils ont ouvert le compte HSBC. Un deuxième compte à la HSBC, géré cette fois par Michel Talgorne. Un autre à la Société Générale où François Thual vient se ravitailler en espèces. Notre schéma continue de s'éclaircir. Pour avoir une explication à tous ces étranges versements, nous avons cherché à contacter les sénateurs dont les noms sont inscrits sur nos listes. Depuis le début de notre enquête, nous les avons sollicités par mail, par téléphone. Aucun des sénateurs n'a voulu répondre à nos questions.